Écoute, je trouve ça extrêmement juste ce que tu dis. En fait, moi, t'es jamais formé. Et puis en France, t'es pas formé à monter une boîte, sauf si t'as fait une école de commerce. Et encore, je sais même pas si on te propose vraiment des cours de être entrepreneur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée Julie Mamoumaniz. On va non. J'adore. Julie Mamoumani, dite Mamouze. Et on va parler de joie, de rire, de médias positifs et d'entrepreneuriat. Bonjour Julie. Bonjour Astrid. Écoute, je suis ravie de t'avoir ici aujourd'hui. Et écoute, déjà, comment on arrive à faire de son métier, du rire son métier, de la joie son métier? Là, ce qui est très rigolo, c'est que dans la vie, j'avais vraiment un objectif, c'est d'être journaliste. Ça, c'est vraiment, ça me tenait au cœur jeune. Et comment ça s'est manifesté justement jeune, tu vois? Alors, c'était drôle, j'étais abonnée, tu sais, au Capi, à Strapi, et je faisais des fiches. Et je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas du tout une famille de journalistes, j'ai pas d'amis journalistes. Enfin, mes parents n'avaient pas de copains journalistes, a priori, etc. Mais ça me faisait rêver, l'enquêtrice, voyager. Je sais pas, je voyais ça entre Sherlock Holmes et Jacques et surtout Kessel, tu vois, c'était moi j'étais avide d'aventure. Donc Kessel, tu as aimé? Ah, mais Kessel, c'est mon auteur préféré jusqu'à aujourd'hui. Moi, on m'a offert Le Lion de Kessel, je n'ai jamais réussi à le lire. Alors c'est vraiment celui avec lequel il faut pas commencer. C'est vraiment l'erreur, la grande erreur. Non, il faut lire La Main du miracle, il faut lire Le Tour des malheurs, enfin tous ces autres livres qui sont exceptionnels. Il est visionnaire, il est extrêmement vivant, et lui, il était truculent, passionnant, résistant. Il faut écouter Le Chant des partisans qu'il a écrit. Enfin bon, voilà, moi j'aime ces gens bigger than life. Et pour moi, un journaliste, c'était un peu ça. Tu vois, quelqu'un qui était plein de vie et qui faisait passer le vivant. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment très ancré en moi jeune et qui me restait jusqu'à aujourd'hui vraiment, qui coule dans mes veines vraiment. Et une fois que j'ai été journaliste dans la presse écrite puis à la télévision, très vite, j'ai eu vraiment envie de créer un média positif. Et je dois dire que c'était pas du tout à la mode, que je passais vraiment pour la ravie de la crèche, pour l'enthousiaste un peu, je sais pas, je dirais pas benet parce que c'était pas l'idée, j'avais pas de déconsidération d'être joyeuse, mais si tu veux, c'était pas, moi j'avais envie de raconter des choses positives, tu vois, des ententes, des collaborations entre des flics et des gens qui étaient repentis, tu vois, à Sarcelles, je sais qu'ils faisaient de la varap ensemble, je trouvais ça hyper beau de changer la confiance, des gens. Mais quel a été le déclencheur justement? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, l'environnement dans lequel tu évoluais en tant que journaliste, je sais pas, t'agacer ou t'oppresser ou qu'est-ce qui a fait que ça, tu vois, t'as Je trouvais que les journalistes avaient vraiment une obsession pour les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Je comprends. D'ailleurs, on dit que les journalistes voient l'actu avec 10% de négativité supplémentaire sur quelqu'un de lambda, tu vois. Oui, parce que maintenant que je suis devenue spécialiste du sujet, je suis allée me renseigner. Parce que ça me paraissait assez dingue. Ce que je comprenais pas, pour moi, ça fait partie aussi de l'actu, tu vois. Pourquoi on est obligé de montrer les choses que négatives? Pourquoi on montrerait pas à l'inverse, tu vois, les côtés positifs? Alors, le négatif vend plus ou est plus... Oui, notre cerveau adore qu'on nourrisse cette petite part négative. Mais moi, c'est justement ça. Je sais pas, j'avais envie, je crois que, pour te dire la vérité, je crois que moi, j'ai des parents qui sont pas de la même religion, pas de la même milieu social, pas de la même culture. Et ils ont été géniaux parce qu'ils ont tout créé ensemble. Ils sont toujours ensemble. J'ai 2 frères qui sont eux aussi mariés avec des gens qui sont pas de la même culture, pas de la même religion. Et j'avais vraiment des parents qui c'était vraiment une vision du monde. Ma mère était baba cool, mais vraiment hippie, mais avec tout ce que ça veut dire de positif là aussi. Si tu veux, pour eux, il fallait changer le monde. L'amour serait la religion qui primerait. Un père très militant. Et donc, ils nous ont toujours dit pas de code, pas de barrière, pas de frontières. Donc, il y avait aussi ça. Je pense que je leur dois beaucoup. Ma mère est Sylviane Natrose de Woodstockienne et mon père militant, disons trotskiste à l'époque, qui a bien changé. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de l'envie de changer le monde profondément. Et c'est beau parce que finalement, après maman a travaillé, elle était attachée de presse dans l'édition pour le livre de développement personnel.
Et bien sûr, je me moquais d'elle quand j'étais jeune. Mais elle t'a infusé. Mais finalement, maintenant, je rigole quand je retrouve tous ces auteurs, quand je m'entends. Alors moi, c'est un peu Bridget Jones qui a rencontré le développement personnel, mais tout de même, il y a quelque chose qui m'est resté, voilà, de cette pensée un peu de façon différente. Et en fait, tu sais, il y a un truc qui m'interpelle, tu vois, effectivement, les médias, le négatif, en fait, vend mieux, entre guillemets. Mais moi, je crois que la société, alors pas complètement, mais une grande partie de la société est musclée en fait au mal-être. Et du coup, leurs cellules et leur corps sont habitués à se nourrir d'informations négatives parce que c'est leur came un peu. Hein. Et justement, avec ce que tu fais, tu vois, et les gens qui travaillent avec toi, j'imagine, commencent à se remuscler au bien-être. Et en fait, quand tu es dans quand tes autoroutes neuro-émotionnelles sont le bien-être, la joie, l'enthousiasme, etc., en fait, tu ne peux plus écouter les médias négatifs. Ah, je suis devenue complètement infophobe. Oui, c'est ça. Mais parce que je trouve que ça dit quelque chose de notre société. En fait, c'est marrant parce que tout ça, tu sais, en plus, c'est facile aujourd'hui. Ça fait 8 ans que j'ai ma boîte, ma mousse prod, on va certainement y venir. 8 ans que je suis devenue une militante du rire. Et maintenant, je peux le raconter aujourd'hui. Mais si tu veux, tout ça, je l'avais même pas travaillé, stratifié. Enfin, tu vois, c'était vraiment très sincère. C'était une volonté. Oui, c'est ça, le déclencheur, du coup. Bah, c'est ce que j'ai dit. Je pense que j'en avais marre. C'était toujours la même chose. Je pensais que dans les rédactions, ils seraient plus curieux aussi. Il y avait quelque chose tu vois, d'un manque de curiosité. Ce côté, bon, bah, on refait ce qu'il y a déjà eu dans Paris Match, tu vois, au JT, dans le Parisien. Hop, d'accord. Bah, si ça a marché, on va le faire. Peu de créativité, d'envie, d'enthousiasme là aussi, tu vois. Et donc c'est plutôt un parcours de circonstances finalement. J'ai pas été, tu sais, à la télé souvent on est de septembre à juin et on est reconduit ou pas pour la rentrée. Mon dernier boulot, j'étais productrice d'émissions d'archives et j'ai pas été vraiment reconduite. De toute façon, ça devenait de plus en plus précaire et donc je me suis dit tiens, je vais monter la radio de Grande Contrôle. J'ai arrêté la télé et là, c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a eu quelque chose, c'est comme un moment charnière, un carrefour, où on m'a appelé pour monter cette radio de Grande Contrôle. Radio Grande Contrôle. Grande Contrôle, c'est un lieu, un tiers-lieu, où il y a le Réfugié Food Festival, où il y avait du compost, où ils font un festival sur la santé mentale, un lieu de vie, de fête, de festival, d'assaut, etc. Et une de mes premières émissions, c'était avec Accor. Moi qui étais vraiment journaliste, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, tout d'un coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'abord, podcast, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi Accor me donne les clés de la maison de Accor ? Avant, ça se faisait pas. Tu vois, là, ils m'ont dit, vous invitez qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez, on relie pas vos infos, vos fiches. J'étais là. Waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer, l'engagement de Grande Contrôle. Je me suis dit, moi j'avais toujours été engagée là aussi. Je me dis tiens, il y a un monde qui est en train de changer. Les médias, je sais pas, j'ai senti ce côté contenu tout support. C'est comme ça aussi que j'ai fait ma page Instagram. Je me suis dit il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais ça, tu vois, encore une fois, c'est facile de le dire aujourd'hui. Il se trouve que c'est ce qui s'est passé. Oui. Et du coup, tu t'es lancé freestyle complètement et tu as trouvé ta recette. Comment tu as fait en fait ? Je vais raconter parce qu'en fait, c'est un petit chemin. Donc, je commence à faire des podcasts. Et pareil, ça, c'était pas vraiment ce que j'imaginais faire. Mais finalement, je me suis dit, ça y est, même les entreprises, quand elles veulent prendre la parole, c'est pas pour dire des conneries. Elles veulent du sens. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, tout d'un coup, je commençais à apprendre des choses dans l'innovation, dans la prise de parole des entreprises, à travers ces podcasts. Il fallait bien facturer. J'ai monté ma boîte que j'ai appelée ma mousse prod. En même temps, j'avais postulé pour être rédactrice en chef d'Instagram. À l'époque, en 2018, ils cherchaient une rédac chef. Je me suis dit, bah tiens, enfin, je vais faire mon média positif. Je vais m'appeler Mamousse puisque c'est mon petit nom que donnaient mes copains à l'adolescence parce que Mamoumani, parfois, c'est pas toujours facile à retenir ou à prononcer. Et puis, tu vois, c'est ça qui a été très vertueux parce que j'ai pas eu le job. Mais j'ai commencé à créer cette communauté de gens qui venaient sur mon Insta pour avoir de l'info détournée, de l'info positive, un peu de la poésie du quotidien. Tu vois, j'ai commencé à y créer ma sauce. Et jusqu'au 16 mars 2020, j'avais 5000 followers et j'étais déjà très fière de ma petite communauté. C'est déjà une jolie petite communauté, 5000 followers. Juste sur des posts de joie, tu vois. Et concrètement, économiquement parlant, comment tu sais ? Parce que là, c'était le début, tu venais de lancer. Enfin, faire du contenu, c'est pas rémunérateur.
Comment tu as En fait? fait, j'ai à la fois donc quand même assez vite, j'ai fait du contenu pour les marques qui voulaient des podcasts. Mmh. Puis après, on me dit: «Bah, tu sais faire de la vidéo?» Bah oui, puisque j'avais fait 15 ans de Mmh. télé, donc j'ai aussi fait des vidéos. Et tu as tout à fait raison, quand on monte une entreprise, tu as intérêt à avoir quelque chose d'un peu récurrent. Et il se trouve qu'en parallèle, j'ai monté un MBA de production audiovisuelle et tout contenu. OK. Donc c'était génial parce qu'il y a eu quelque chose, encore une fois, de extrêmement vertueux, puisque, t'as entendu, j'ai dit un MBA de production Mmh. tout contenu. Donc si tu veux, audiovisuel, podcast, Cinoche et digital, puisque ce que je te disais, j'avais cette impression que le contenu serait plus comme avant, en silo, télé, Ouais. cinéma, et qu'il se passait quelque chose parce qu'en parallèle, j'avais mes camarades de jeu chez Grazia, chez Gala, chez Elle ou Society qui avaient besoin de petits producteurs de contenu. Mmh. Ça n'existait pas. Soit tu étais journaliste, soit tu étais technicien, mais ça n'existait pas, ces gens qui étaient capables de faire du petit contenu pour Combini, Brut. Mmh. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a aussi quelque chose à faire à former des étudiants. Et je suis hyper heureuse parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des classes de 100 étudiants avec qui je partage ça et avec qui j'ai des professionnels qui viennent transmettre leur savoir. Super. Et du coup, là, si, pour les entrepreneurs qui nous regardent, quels, conseils tu pourrais donner, tu vois? Parce que moi, personnellement, j'ai mon parcours alors je suis de productrice de contenu, tu vois? Avec la recette que j'ai trouvée qui fonctionne pour moi, mais c'est pas forcément celle qui va fonctionner pour tout le monde. Quel type de conseils tu pourrais donner, tu vois? Pour, finalement enfin, Toi, tu donnes quoi comme conseil? moi, qu'est-ce que je donne comme conseil? En fait, plus tu vas t'autoriser à être toi et à partager ton expertise de manière authentique, c'est-à-dire te prends pas la tête avec, il faut que ce soit structuré de telle manière et cetera, même s'il faut quand même un minimum, mais balance tout ce que tu sais, partage, 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 partage et quand c'est fait avec le cœur, avec quand même, tu vois, juste apprends, les bases d'une structure, tu vois? C'est, quelle est la problématique dont tu vas parler, la fausse solution et les conséquences, tu vois, de justement parler de cette problématique et après tu amènes ton expertise. Rien qu'en respectant ça et en partageant, je pense que si c'est authentique et que tu es vraiment bon dans ton domaine et que tu mets en place une vraie stratégie, c'est-à-dire que production hyper régulière, il y a pas de raison que ça marche pas. Écoute, je trouve ça extrêmement juste ce que tu dis. C'est ce que j'ai. En fait, moi, t'es jamais formée. Et puis en France, t'es pas formé à monter Mmh. une boîte, sauf si t'as fait une école de commerce. Et encore, je sais même pas si on te propose vraiment des cours de être entrepreneur. Moi, j'ai vraiment été entrepreneuse sur le tas. C'est parce que je voulais facturer que Ouais. j'ai créé une boîte de production. Et je dirais que c'est ma plus belle aventure. Mmh. Ma plus belle, ma plus dure, mais ma plus challengeante. Et surtout, ma plus belle thérapie. C'est ce que tu as dit. En fait, tu peux pas te connaître mieux que être face à toi-même et face aux autres et donc te vendre toi et te vendre, comme tu dis, avec beaucoup d'authenticité. Ouais. Tu apprends à savoir exactement Mmh. ce que tu sais faire, ton expertise. Du coup, tu te valorises. Là où avant, tu étais là, oh, je sais pas, nanana. Bah là, tout d'un coup, tu sais tes qualités puisque de toute façon, t'as pas le choix. Et puis si t'es pas solide, bah, au bout de 2 fois, ça marchera pas. Ouais. Alors qu'à l'inverse, si tu te solidifies, eh bien, tu vois, si tu te confortes, confirmes dans ce que tu sais faire, bah c'est un rêve, quoi. Mmh. Franchement, je trouve que c'est une aventure exceptionnelle. Donc, je dirais d'abord, il faut quand même avoir les reins solides. Je Oui. pense qu'il faut. Mais c'est ce que j'apprends aussi dans nos métiers, même de télé, etc. C'était des métiers, finalement, j'ai réalisé qui me formaient à être entrepreneur, c'est-à-dire être responsable de son sujet. Tu vois, quand je partais en tournage, même avec Bernard de la Villardière, en Colombie, une équipe, bah, de toute façon, c'était un peu moi le chef de troupe. On se réveille, bim, faut être réveillé, on va aller, on va ci, on va ça, on va faire tel tournage. Donc, tu vois, comme tu dis, une forme de structure parce que inhérente au métier, je dirais. Et puis ensuite, moi, je suis, en effet, finalement, dans mon bordel, très organisée, et j'adore passer d'un sujet à l'autre. Donc, vraiment, je dirais que le meilleur conseil, c'est se faire super confiance. Oui, il y aura des moments, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des folies. Là, j'ai vendu une émission de télé, je suis folle de joie. Tu vois, 6 ans après de retourner à la télé par C'est ça. Je voulais rebondir justement sur ce que tu viens de dire. Il faut de la patience. Tu vois, tu dis 6 ans après. Tu sais, on réalise pas. Je trouve que on voit tous ces gens qui réussissent sur les réseaux, qui ont des nombres de followers, etc. On se dit, ouais, mais pour eux, c'est facile. Ouais, mais en fait, non, il faut des années pour réussir du jour au lendemain. On voit pas tout le travail qui a été fait en amont, Très qui a juste. consolidé la résilience qui a été activée, etc.
Et puis, l'image qu'on lâche, parce qu'à un moment donné, tu balances des vidéos, parfois, tu les regardes, tu te dis, putain, je suis tellement moche là-dessus, c'est pas possible. Mais tu lâches, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah, t'imagines, donc bon, bah, je vais te dire un truc, je vais faire mon coming out, j'ai 50 ans. Bah, je peux te dire, devenir influenceuse à 50 ans, welcome. Et surtout que je veux pour l'instant rien faire, tu vois. Donc, parfois, je me dis, mais vas-y, Julie, bah, lâche, qu'est-ce que tu veux? C'est un vrai sujet, ça. Ouais. Parce qu'on est tellement exposé. C'est parfois, les lumières sont flatteuses, parfois, elles le sont pas du tout. Tu as l'impression de prendre 10 ans dans la figure. Et c'est vrai que, indéniablement, on regarde des autres femmes qui sont sublimes parce qu'elles ont un petit peu fait quelques injections ou tu vois, un petit peu de botox, etc. Et de se dire, bah ouais, carrément, elles font plus fraîches que moi. Et c'est une discussion que j'avais justement sur Rewell. Oui, elle me disait, mais c'est quoi ton secret pour finalement vieillir bien? Et je leur disais, bah, c'est vrai que parfois tu dis, bon, j'aimerais bien, et le prix à payer pour moi est trop élevé, donc je n'irai pas dans le botox et compagnie. Donc, le parti pris que j'ai pris, c'est la bonheur thérapie. Tu vois, je me dis, la joie. Comme je moi. pense que ce qui circule à l'intérieur de nous va faire que, bah oui, on va prendre des rides, peut-être un peu plus, mais ça rend solaire et lumineux. Et Écoute, vraiment, tu prêches une convaincue. Donc, oui, alors, lâcher prise ne veut pas dire être lâché. Ah oui, bien donc, sûr, tu vois, je fais hyper gaffe par ailleurs, bien sûr. Bah, alors, mais aussi parce que en étant chef d'entreprise, t'as intérêt à prendre soin de toi parce que je reviens au marathon. Pour moi, ça équivaut à du sport extrême presque. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est hyper juste ce que tu dis parce qu'on a une hygiène de sportif de haut niveau. Ah, mais Et vraiment. ça se voit pas sur les réseaux en fait. Donc, d'ailleurs, comment tu fais, toi? Moi, je dois te dire, c'est marrant. Et puis, bah, c'est drôle parce que là, j'ai écrit un livre où j'ai écrit les 50 trucs pour passer l'hiver sans devenir givré. C'est vraiment, c'est intitulé pour en finir avec les boules de Noël. Mais ça vaut ces 50 trucs pour la vie, évidemment. Et c'est vraiment tout ce que j'ai fait moi et testé moi et interviewé des scientifiques ou des médecins pour aller bien. Et je trouve que comme quand t'es ton propre chef et surtout ta propre machine, eh bien, t'as intérêt à être en pleine forme. Et moi, du coup, j'ai compris que mon énergie, c'est ce qui me coûtait le plus cher, ou en tout cas, et qui était ma plus grande valeur. Mais pour ça, tu vois, il faut, tu sais, c'est comme un équilibre, c'est comme un jonglage avec la vie. Donc, je fais hyper gaffe, tu vois, et c'est joyeux, hein. Quand je dis hyper gaffe, tu pourrais dire, oh là là, non, je suis hyper heureuse de faire ça, tu vois, d'être assez régulière dans le sommeil, de faire gaffe à pas trop bouffer, de pas trop picoler parce que je sais que tout ça, je le paye trop cher. Mais en revanche, je veux dire, je m'interdis rien. Si j'ai envie de boire 2 verres de rouge le soir avec des copines, tu vois, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, tu vois, je suis complètement obsédée par mon podomètre. Je suis hyper heureuse. 10 000 pas par jour. Ah, mais un minimum. Alors, bien sûr, c'était pour avoir un super boule, mais aussi, je trouve que ça fait tout, quoi. Mais tu rigoles, mais moi, je suis beaucoup assise parce que je coach mes clients. Ils sont dans le monde entier, donc via un écran. Et je me suis acheté un tapis de marche pour faire mes 10 à 20 000 pas par jour, exactement la même chose. Et pareil pour l'hygiène des choses simples. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas lourd. Tu vois, ce midi, on a été manger dans une brasserie et le plat du jour, c'était une magnifique choucroute. Et je voyais les gens qui prenaient choucroute bière et je disais à mon chéri, je lui disais, oh, ça a l'air mais tellement bon, mais j'aurais bien pris choucroute bière, il fait hyper frais. Et je me dis, mais le prix à payer derrière, 4 interviews, je vais être complètement à la ramasse et je vais traîner mon estomac. Bah non, en fait. Mais le chou, c'est très bon pour la santé, surtout le chou comme ça. Mais il faudrait pas manger les saucisses, les patates. Non, mais et puis j'avais pas mangé que du chou, c'était dommage. Non, mais j'adore ça, la choucroute. Donc, mais tu peux être très gourmand, c'est pour ça que je veux surtout pas paraître rabat-joise. Ça m'irait très mal. Mais parce que si t'en as hyper envie, bon là, parce que t'avais une grosse échéance dans l'après-midi, mais c'est ça que je veux dire. Moi, si jamais, tu vois, j'adore le gâteau marron, et bah, parfois je me fais un gros gâteau marron, mais après je vais marcher, tu vois, j'équilibre. En fait, moi, ce que j'ai vraiment essayé de faire, mais pour ça, 15 ans de thérapie, 15 ans de yoga, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement avec soi. Avec son assiette, avec le rapport aux autres, avec les sorties. Tu vas essayer vraiment de toujours se dire, bon, moi, ce que je fais, je suis toujours en train de m'interviewer. Ça va, Julie? T'es en forme? De quoi t'as envie? Ok. T'as envie de sortir? Ok, on sort. Tu veux danser jusqu'à... Ok. Vraiment, je suis toujours en train de me jauger tu vois, ma dose d'énergie, ma volonté, le désir. Et tu sais, il y a un truc aussi, je trouve qu'on n'apprend pas, c'est écouter son intuition, son fort intérieur.
que ce soit pour l'entrepreneur ou pour soi. Et moi, je trouve ça merveilleux. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'on va avoir la question, comment on fait pour différencier son mental de son intuition? Alors, j'ai ma petite idée sur la réponse, mais je veux bien ta réponse à toi. C'est hyper chouette. C'est vraiment toutes les questions que je me pose moi-même. Donc là, j'ai presque envie de te faire un petit pas de danse pour te montrer comment je fais. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, c'est un peu comme tes trucs de méditation, mais encore une fois, de façon light. T'as pas besoin d'être Mathieu Ricard, mais même si c'est l'homme le plus heureux du monde, et ça, c'est une joie. Je dirais qu'en fait, c'est un retour sur soi, mais qui peut durer 2 minutes. Tu fermes les yeux, tu te poses la question, tu dis profondément, en fait, tu le sais très bien. Donc, si tu vas là aussi muscler ou en fait t'interroger, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est ça? Et puis, au début, c'est un peu difficile. C'est brumeux, t'es dans le brouillard. Et puis, en fait, plus ça va aller, à force de t'interroger, dans ton fort intérieur, en fait, tu le sens, on le sent. C'est juste qu'on n'ose pas se le dire. En fait, c'est une sensation physique et je pense que beaucoup de gens ont du mal à faire la différence. Ils sont tellement habitués à ce que le mental prenne le dessus qu'ils sont plus à l'écoute de ces sensations-là. Complètement. Mais c'est les Français aussi. On a beaucoup coupé le corps et la tête. Ouais. Et c'est pas un hasard si je parle de Mathieu Ricard. J'étais au Népal en février et j'étais dans son monastère. Et c'était un voyage absolument incroyable sur la spiritualité tibétaine. Et je les voyais, c'était tous joyeux. Tu vois. Mais c'est pas une joie fake. Tu vois, c'est justement, je voulais te poser une question là-dessus. C'est que moi, j'ai été très longtemps hyper positive. Toi, j'embarquais mes équipes, j'emmenais tout le monde avec moi. J'avais, tu vois, le leadership, le leader qui embarque et qui donne du peps et qui fait danser tout le monde, etc. Et mais j'étais de plus en plus épuisée. Enfin, tu vois, je comprenais pas. Je me disais, mais je suis en train d'être dégoûtée d'un métier que j'adore et je comprends pas pourquoi. Et jusqu'à ce que finalement, je découvre ces outils de fitness neuro-émotionnel que j'utilise aujourd'hui avec mes clients et que on me pose la question de me dire, va chercher un moment de joie. Moi, j'étais hyper positive. Je pensais être hyper joyeuse, mais j'étais incapable de retrouver un moment de joie dans ma vie. Enfin, j'ai mis 10 minutes à le trouver. Et après, ressentir la joie, je ne savais pas ce que ça faisait. C'est hyper intéressant, moi pareil. En fait, que je pense que quand on est comme ça, positif, voilà, c'est certainement une nature ou t'as un accompagnement peut-être dans l'enfance ou je sais pas, des figures. Moi, j'ai des grands-parents qui étaient très joyeux, aimants. Et puis aussi, encore une fois, on est nature. Moi, c'est pareil. J'ai toujours tout organisé. Les McDo Cinoche pour les copains quand on avait 12-13 ans. Après, j'étais chef scout, délégué. Enfin bon, bref, j'ai de toutes les causes humanitaires, le riz pour la Somalie. Enfin bon, bref, pareil. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi quand tu es entrepreneur et que tu discutes avec des copains. Tu sais, le burn-out, c'est plutôt quand t'es plus trop en phase ou parfois t'as trop forcé quelque chose. C'est pas tant que t'es si fatigué, c'est que tu n'es plus trop en phase où t'as tes sens en fait. Tu vois, t'es plus dans le bon sens ou dans le. T'as perdu ton axe. Donc en fait, ça vaut un peu de ce truc que je te parlais de l'énergie. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tu vois, en voyage, tu peux me faire 50 000 pas à pied. Quand t'es dans la bonne énergie, il y a aucun problème. C'est là où il faut faire très attention, en effet, et encore une fois, à s'assurer que ce que tu le fais de façon consciente, volontaire, choisie. Moi, je vais te dire quand c'est ça. C'est pour ça que je suis en train de faire ce step back pour me dire, alors, attends, t'es contente, t'es bien, etc. Et du coup, je trouve que je suis de moins en moins fatiguée quand je porte tout ce que je porte et toutes mes casquettes professionnelles, parce que vraiment j'essaye de le faire. Encore une fois, j'essaye vraiment d'être dans le plus juste de ce que je suis. J'adore ce que tu racontes. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre qui sort au printemps 2026. On était faites pour se rencontrer. C'est exactement ça. Et du coup, comment tu as fait pour retrouver, tu vois, vraiment cette joie profonde et interne? Pas, tu sais, c'est pas de l'excitation, c'est vraiment quelque chose qui est profond à l'intérieur de soi. Alors, il y a eu plein d'étapes, je dirais, mais quand j'ai eu 32, 33 ans, j'ai fait une dépression nerveuse. Donc, là, tu vois ce que c'est que de plus aller bien. Alors que j'étais vraiment déjà la fille joyeuse et enthousiaste. Tu l'as vu venir, cette dépression, ou elle t'est tombée dessus Je me suis séparée du père de nos enfants. Je pense que c'est des chocs. Maintenant, on le dit. Il y a Claire Marin qui a fait ce livre sur le choc de la rupture. Je pense qu'on ne mesurait pas, tu sais, surtout même si c'est toi qui choisis de partir et tout ça. En fait, c'est un reset, c'est un échec. C'est puis techniquement, comment tu t'organises, des enfants en bas âge. Tu détruis tout ce que tu avais construit. Tu détruis tout. Et pour moi, c'était hyper important. Comme en plus, je te dis que dans ma famille, personne ne s'est séparé. Donc, c'était en fait,
c'est un moment vraiment de darkness, ou en tout cas, qui te fait descendre assez bas. Mais, ce qui est formidable, c'est que comme tu mets tout à plat, tu dois tout reconstruire. Alors, si tu es bien aidé par des super psys, comme ça a été le cas pour moi, tu reconstruis comme SimCity, là, tu reconstruis ta ville, ta page blanche que tu veux. Tu vois, t'as fait fi de ce que ta famille peut-être avait et tes injonctions que toi-même tu crois que tu dois absolument respecter. Et tout d'un coup, tu reconstruis à peu près comme tu veux. Et voilà. Et en plus, je trouve que c'est un âge assez clé, 32, 33. Je le remarque, et même Jacques Salomé d'ailleurs le dit souvent dans ses livres de développement personnel. Je suis entièrement d'accord. 32, 33, il se passe souvent des choses qui sont assez charnières. Moi pareil, c'était un moment où il y a eu un point de bascule. Tu verras, tu demandes. C'est drôle, les gens qui écoutent pourront nous le dire, mais vraiment, à chaque fois que je le dis, je remarquais vraiment, parce qu'en fait, je pense que c'est le moment où tu deviens un peu toi pour de vrai, c'est-à-dire où tu as un peu fait ta première étape de vie, tu vois, et ton premier questionnement, où t'en es, tu vois. Et en fait, ce qui a été formidable, c'est le jour, tu vois, où tu revois le soleil et la lumière, mais là, je sais pas, tu fais une grande respiration comme ça. J'avais l'image, tu vois, j'avais l'image. Et après, tu dis, bon, bah voilà, je l'ai retrouvé et je crois que je vais plus jamais le quitter. Ok. Et ensuite, vu que j'ai vachement bossé sur ça, que je suis devenue prof de yoga du rire et tout ça, que j'ai beaucoup interviewé de gens sur les outils, parce que c'était facile de mettre des mèmes, donc ces petites phrases qui disent tout, ce qu'on pense tous tout bas et qui plaisent beaucoup sur Instagram. Moi, tu vois, on me demandait, comment vous êtes marrante vous, mais comment on fait pour rire, Mamouze? Et j'étais là, oh là là, il va me falloir des outils parce que ça va pas suffire toutes ces blagues. Et en fait, j'ai interviewé par exemple Sylvie Chocron, qui est neuropsychologue et qui m'a dit exactement quelque chose, voilà, qui va faire écho à ce que tu me demandais. On est tous très différents. Et chacun, on peut avoir des choses qui nous rendent heureux. Et c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Moi, par exemple, la céramique, je pense que c'est un éléphant, tu vois. Je serais incapable, etc., tu vois, de monter quoi que ce soit, alors que je sais, c'est la grande mode, là, de la poterie, etc. Ça me saoulerait aussi. Voilà. Je suis pas faite pour ça. En revanche, danser, et tu vois, je fais beaucoup de gaga danse ou de danse intuitive, la danse des 5 rythmes, mais ça me met en joie. Et en fait, je pense que c'est ça, tu vois, encore une fois, on a chacun le cerveau différent. La lecture. Moi, un bon livre, mais le monde peut s'arrêter autour de moi, c'est adios, bye bye. Donc en fait, c'est ça qui est beau, mais aussi, il faut trouver ça. Et donc, il faut tester, se challenger, tu vois. C'est ça aussi que je raconte. Tu le sais pas tant que tu t'es pas éprouvé. C'est marrant parce que moi, j'utilise des circuits différents, tu vois, pour arriver au même résultat. C'est que, en regardant finalement dans notre histoire, ces choses qui nous plaisent et qui nous ont fait du bien et nous font du bien, elles ont déjà existé, elles sont déjà là, en fait. Et on peut les réactiver, tu sais, instantanément. Donc, on peut refaire circuler de la joie, même sans être en train de danser, même sans être en train de passer un repas avec des amis, juste en réactivant le souvenir, on peut réactiver l'émotion immédiatement et le cerveau fait pas la différence entre passé, présent, futur et on peut se faire du bien tout seul dans l'instant. C'est exactement ça. Alors moi maintenant j'ai dit aux gens faites des tout doux mais DOX list, tu vois, avec vos... Comme tu dis exactement, moi je dis par exemple j'adore la mousse de lait. Et tu vois, quand je fais ma mousse de lait le matin, tu vois, en fait c'est conscientiser et sacraliser des moments du quotidien. Moi j'adore dire qu'il faut le faire au quotidien, parce qu'après une fois que c'est ça, tu vois, mais c'est le rêve quand tu fais ça, comme tu dis, hop, t'as réactivé ton moment de joie, tu vois, et se rappeler. Moi j'adore prendre une douche froide le matin aussi. Je déteste. Mais chacun, voilà, mais c'est ça qui est génial. Mettre de la couleur, comme tu peux voir. Moi je suis toujours en pop. Alors moi j'aime la couleur, mais toutes les couleurs ne vont pas. Et comme je n'ai pas le temps de faire les magasins beaucoup, c'est assez basique, tu vois. Non, mais chacun, tu vois, moi, je sais que je mets ça, je sais que je suis heureuse. Tu vois, mais encore une fois, c'est du détail. Ouais. Mais j'adore ça et j'adore. Et les vêtements, c'est pas du détail. En fait, la texture des vêtements, tu vois. Le doudou. C'est ça. Le cachemire, tu vois, les matières, tu les portes, mais tu te sens bien. Il y a d'autres matières. Tout à fait. Et les gris-gris aussi. Je fais exprès de faire un peu de bruit. J'adore les gris-gris, tu vois. Et c'est Freud qui disait que c'est vraiment quelque chose c'est comme un trésor que tu portes et qui t'accompagne, alors tu vois. Je déteste. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment. Moi, j'adore quand il y a pas grand-chose, tu vois. Je me sens libre. Et tu vois, et c'est ça qui est génial. Moi, c'est l'inverse. Regarde, tu vois, je suis pleine de broderies. Mais c'est incroyable. Tu sais, on a chacun nos trucs qui nous font du bien. C'est pour ça. Ouais. Et c'est ça qu'il faut accepter, admettre. Et en fait, accepter sa singularité. C'est ça.
Et c'est peut-être ça le plus difficile, parce qu'encore une fois, en France, on aime bien, voilà, un peu les enfants à l'école, il faut tous qu'ils se ressemblent. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même dit, t'es libre, Mmh. libre et choisis ton Et chemin. ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on est très différentes, même si on se rejoint sur l'essentiel. Et finalement, ça marche pour nous. Parce qu'on s'est autorisé à être comme on était, que ça plaise ou non, en fait. C'est le plus dur, je dirais, mais Ouais. c'est ça qui est beau. Et moi, bah, tu sais, maintenant, on parle beaucoup des TDAH, des gens atypiques, Mmh. zèbres. Moi, c'est vrai que petite, bah, tu vois, je parle fort, je suis toujours enthousiaste, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, je voyais bien que parfois, je pouvais être un peu encombrante. Et j'étais gênée, mais j'y peux rien. Tu vois, c'est vachement compliqué parce que tu vois bien, puis tu sais pas trop, donc tu te sens un peu parfois. C'est vrai qu'on a tendance, à dire aux enfants qu'ils sont trop. Et d'ailleurs, les gens qui nous regardent, bah, dites-nous d'ailleurs, hein, ce qui fait de toi trop, c'est ton génie, tu vois? C'est joli de dire ça, génie, je sais pas, mais en tout cas, qui fait ta différence. Mais c'est Ouais. ta différence, mais Mm. ta différence, c'est ce que tu as de génial. Moi, je suis assez d'accord finalement. Parce que c'est ton originalité. C'est ce qui est lié à ce que tu es depuis toujours. C'est ce qui est lié à ton essence. En fait, C'est c'est tu ce vois? qu'on pourrait appeler aujourd'hui des soft skills. Et c'est en ça que je suis assez contente que, moi, j'adore la période qu'on est en train de vivre, justement, parce qu'on accepte plus la singularité. Justement, on raconte ça, qu'on peut être différent. Tu vois, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, on accepte beaucoup plus la Ouais. singularité. J'ai un frère qui bosse à Londres et l'autre à New York. Ouais. Et du coup, je vois bien que c'est pas du tout, on t'encourage à développer ta singularité. Tu vois, j'ai un frère qui fait de l'architecture paramétrique, qui avait fait les beaux-arts à Paris et qui l'a pas du tout aimé parce que, bon, voilà, il fallait être plus tradi. Après, j'ai lu que Mmh. même Viollet-le-Duc, donc celui qui était un Oui. grand architecte qui a supervisé la restauration de Notre-Dame au 19e, eh bien lui-même, il disait que les beaux-arts, c'était trop classique, tu vois. Et c'est ça, il y a un truc comme ça en France où on veut un peu... Alors, c'est à la fois la force de la France bien parce sûr. qu'on est quand même Paris capitale de la mode, tu vois? On a des gros atouts, mais il faut pas que ce soit au détriment d'éteindre les humains, tu vois? Donc, je pense que c'est comme tout, on disait, il y a un équilibre à trouver, en fait. Mais tu as raison pour ce qui est anglo-saxon, au niveau de l'éducation positive, c'est à l'école, on va dire à un enfant, en France, on va lui dire, «Oui, c'est pas mal». Là-bas, on dira: «Ah bah, c'est plutôt bien». Oui, ou Tu vois? vas-y, réessaye, tu vois, Ouais, c'est le ça. tennis, vas-y, mais réessaye. Oh, nul. Tu vois, il y a vraiment deux façons, encourager ou en tout cas, oui, tu as raison, c'est les mots négatifs Ouais. versus les mots à Mais mais l'encouragement. mais la vibe n'est pas la Non. même, donc l'impact n'est pas le même. Et aussi, alors, ils sont très forts à l'oral. Moi, ma petite nièce, elle te fait des discours à 4, 5, 6 ans exceptionnels, alors qu'en France, à 20 ans, moi, je suis obligée de donner des cours d'éloquence à mes étudiants. Ça aussi, tu vois, il y a quelque chose d'être à l'aise avec soi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut oser, en fait, Il faut simplement. oser. Faut oser justement ne pas être à l'aise et avoir l'air ridicule et piquer des phares et chercher ses mots, pas finir ses phrases, enfin et c'est à force d'eux qu'à un moment donné, ben, on va commencer à trouver notre flow, en fait. Bah, c'est hyper juste tout ce que tu dis et c'est marrant parce que c'est vraiment pour ça que j'ai écrit mon dernier livre là, parce que j'ai fait un spectacle, un Mamousse Show. Je suis J'adore. journaliste, pas du tout comédienne, j'avais jamais eu de velléité de monter sur scène, mais c'est des producteurs qui sont venus me chercher et en fait, eh bah, j'ai adoré. J'ai trouvé ça difficile, mais j'ai adoré. Là aussi, c'est encore plus une thérapie parce que monter seule sur scène, waouh, au théâtre de l'Atelier devant 450 personnes, pour être assertive sur Mmh. mon enquête journalistique sur les rires et tout ce que j'avais découvert. Bien sûr, j'ai invité des gens exceptionnels, le docteur Alain Toledano ou Rada Hatem sur les bienfaits du rire Mmh. de façon médicale, Sébastien qui a créé le Gorafi, on a fait de la karaoké thérapie, de la danse. Franchement, on a retourné le théâtre de l'Atelier. Tout ça pour te dire que moi, même ma mère me dit: «Mais qu'est-ce que tu vas foutre sur scène? Tu vois, c'est vulgaire d'aller sur scène et tout». Donc je te dis pas qu'en plus tu as la mère qui dit ça, mais en fait, d'y aller envers et contre tout, de bosser bien sûr, comme une tarée et donc se mettre en scène et cetera, immense thérapie. Et aussi, quand j'ai vu les gens, parce que j'ai donc fait du yoga du rire à 450 personnes, c'est hyper weirdo, mais c'est génial le yoga du rire. Et de voir les gens comme ça se décoincer, oser, Mmh. et après ils ont dansé pendant 1 heure devant le théâtre de l'Atelier. Je me suis dit, en fait, c'est ça, il faut autoriser les gens à se décapsuler. Je suis comme un décapsuleur, Ouais, tu c'est ça. vois. Je te voyais ouvrir une Oui, huître là, tu vois? C'est vraiment ça. j'adore. Mais tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, quand tu dis oser, c'est vrai qu'on n'encourage pas toujours ouais, je sais pas, la singularité, l'envie d'y aller. Et en fait, est-ce qu'on pourrait dire que, finalement, tout ce que tu as osé d'audacieux, derrière, t'a ouvert des portes? Bah, c'est extra. Enfin,
d'avoir du succès avec Mamouze parce que je fais des blagues. Mmh. Et tu sais, mais c'est dingue parce que, non, mais vraiment, que ce soit, c'est très drôle parce que je rigole même en pensant que sur mon compte, il y a, faut peut-être pas leur dire, mais que ça va de François Hollande à Sarkozy qui aime mon compte, ou tu vois, ou je dis ça en rigolant parce que c'est juste de dire que même des présidents de la République, tu vois, Tu leur trouvent fais ça du bien. joyeux. Mais oui, et Ouais. puis alors, il y a encore des gens hier qui m'ont dit, oh là là, mais vous, vraiment, vous devrez être remboursé par la Sécu. Tu vois, c'est tellement beau. J'ai des témoignages vraiment magnifiques. Alors que pour moi, comme justement, je suis toute seule derrière mon ordi, tu vois, mettre des blagues, parfois je me dis, je suis complètement ridicule. Et ce qui est drôle, c'est que les gens savent pas encore ma tête, ou pas toujours. Et donc là, hier, à un dîner, j'étais à côté d'une fille, on commence à parler, elle me demande, ah, tu fais quoi, blablabla. Puis je dis, bon, je raconte, et puis je dis, bah, tu sais, j'ai un compte Insta. Quoi, Mamouze? Mais arrête! Mais je l'ai envoyé 47 fois encore ce matin, parce que si, parce que ça, et tout ça. Et tu vois, je vois l'enthousiasme des gens, tu vois, c'est hyper beau de se dire que j'ai eu du succès par le truc qui était le plus cher à mon cœur, qui était la connerie. Partager la connerie. J'adore. Et du coup, là, tu vas nous parler un petit peu, c'est quoi ta vision, tes perspectives? Je crois pas, je suis sûre. Tu as sorti un nouveau livre. Oui, j'ai pas arrêté de le dire parce que c'est vraiment le fruit non, mais c'est vraiment on mettra les références. Ouais. T'as vu, je suis assortie d'ailleurs. T'as choisi la tenue pour aller avec le livre. Tu vois, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça s'appelle Pour en finir avec les boules de Noël, 50 techniques infaillibles pour passer l'hiver sans y laisser sa peau, chez Robert Laffont. Ça pourrait être léger, ça pourrait sembler léger, mais en fait, c'est vraiment comme je crois à la vie, c'est-à-dire c'est léger et profond à la fois. Alors c'est drôle parce que j'ai mis une phrase de Françoise Sagan qui dit, c'est pas parce que évidemment je vois rien, mais que c'est pas parce que je n'aime pas Noël, j'aime pas qu'on me force à y croire. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là où vraiment de tout faire, tu vois, du côté du positif, de l'envie, quoi. Et on a le droit, s'autoriser à penser différemment et à faire les choses de façon différente, tu vois. Et rajouter cette petite flamme de joie. Encore une fois, je pense qu'il suffit de pas grand chose, tu sais, vraiment de créer des moments de joie. Tu sais, c'est le philosophe Bergson qui dit que le rire, c'est vraiment la surprise. Ouais. Et donc moi, j'encourage les gens, tu vois, à faire des choses surprenantes. Et je pense que tu peux changer tous les narratifs où tout est Noël un peu chiant, etc. Si tu décides, je sais pas, tu demandes à toute ta famille de venir avec un détail qui tue, un t-shirt pourri, faire une chorégraphie entre le petit-fils et la grand-mère, un cadeau absurde, tu vois. Mais t'imagines, ça change tout. C'est très juste ce que tu viens de dire. Le rire, c'est la surprise. Mais c'est la surprise qui arrive quand tu suis ta joie. Oui, bien sûr, c'est très juste. Voilà. En fait, c'est toujours la même chose. On revient au truc de l'alignement, de se dire, allez, comment... Tu vois, presque... En fait, au début, je dirais que c'est presque comme... Tu pourrais te forcer au début, tu vois. Alors, mon grand truc, le yoga du rire, c'est le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Autrement dit, on peut agir sur notre cerveau. Et donc, au début, c'est pas très français, mais se forcer un peu à se dire, allez, je vais arpenter la rue avec ce sourire. D'abord, tu vas voir les gens, ils vont halluciner dans la rue. Et puis, tu vas voir qu'ils vont te répondre. Et puis, tu vois, en fait, tu vas muscler ton cerveau, ton sourire. Et du coup, ça va un peu changer, toi, même ta façon de voir le monde, parce que tu vas te mettre des 15 minutes par jour et t'as ta dose de bonne humeur, dose étant l'acronyme de dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, après, t'es envahi par le positif, tu coupes tes ruminations négatives. C'est quand même magique et gratuit. Et donc, en fait, un petit peu au début, c'est se le dire, tu vois, 3 minutes par jour. Attends, est-ce que j'ai assez rigolé? Est-ce que je peux pas faire quelque chose? Est-ce que je peux passer un coup de fil, je sais pas, à ma meilleure copine et lui raconter une blague? Est-ce que, tu vois, même sur Mamouze, souvent, je mets les enseignes de coiffeurs hyper marrantes, loufoques, ou les rues, où tu vois, j'ai pris la ligne 13 ce matin et tu vois, avec ton doigt, tu changes les noms et les mots et tout ça. Et tu rigoles tout seul. J'étais là. Ça fait couille. Bon, tu vois, c'est débile, hein, on est d'accord. Mais c'est pas grave, tu vois. En fait, souvent, c'est des trucs débiles qui nous font rire, mais bien sûr. C'est la situation un peu cocasse où justement, tu devrais pas rire, mais comme elle est cocasse, t'as juste envie de te bidonner. Exactement. Et puis du coup, tu vois, j'ai envoyé cette photo au type qui a ce compte Mon doigt dans ta rue et où tu mets ton doigt comme ça et selon les enseignes, ça change. Bah écoute, la ligne 13, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, mais là, je peux te dire que j'ai passé 5 minutes toute seule, mais vraiment, je regardais les gens, j'étais là, oh là là, j'espère qu'ils ont pas vu que je suis en train de faire le truc débile. Peut-être qu'ils auraient pu le faire avec toi et ils auraient ri avec toi. Ça, c'est mon rêve, tu sais, de faire cette fameuse manif du rire pour de vrai. C'est excellent. Moi, je dis souvent à mes clients, pour ceux qui ont du mal, tu vois, à connecter avec la joie, avec le rire, parce que oui, tu peux sourire, mais avoir du mal à le relancer, c'est de se mettre en boucle des rires de bébé. C'est joli. Et si tu n'arrives pas
à rire de nouveau en regardant en boucle des rires de bébé. C'est infaillible. C'est beau ce que tu dis, la chanson de Salvador aussi, où il rigole au Mmh. début. Et en fait, c'est vraiment ça le yoga du rire. Tu sais, c'est tu rigoles avec l'autre et en fait, c'est contagieux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça Ouais, le ouais, c'est principe, hein. ça. Miroir, hein. Mais oui, Ouais, et ouais, puis de toute tout est proche. façon, et encore une fois que tu l'auras fait, après, moi, je sais que ça me fait marrer parce que maintenant, je regarde tout, tu vois, je rigole vraiment dans la rue de façon hyper régulière, seule. On doit vraiment dire que je suis barjo. Mais c Mais tant pis. mais ça vaut le coup, c'est bon pour la Bah santé. oui, carrément, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil ou dernière astuce pour les personnes qui nous regardent, pour se sentir bien au quotidien? Tu as déjà donné beaucoup de choses, mais tu vois, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs aussi qui me suivent. Bah, je dirais vraiment déjà franchement, de faire attention à soi. Parfois, on essaye de penser à tout le monde. Je pense que si on n'est pas bien soi, c'est impossible. C'est comme une vague, tu sais, bah, de vibrations et de résonance. Donc, il y a vraiment cette idée de se questionner le matin et de se faire du bien et d'essayer de tout faire. Ça veut pas dire d'en faire des heures, mais on n'est pas Gwyneth Paltrow. Mais tu vois, vraiment se tenir bien, faire des exercices de respiration, bien manger. Tu vois, en fait, conscientiser chaque geste du quotidien et en faire quelque chose de sacré, mais encore une fois, joyeux, hein, joyeusement sacré, Léger. quoi. Et il y a des aliments qui font vraiment du bien. On peut se faire super plaisir en mangeant bien. Je raconte, hein, Hildegarde de Bingen, elle le dit, il y a des aliments de la joie, Mmh. tu vois. Et donc, je vais te dire, je trouve que c'est vraiment plein de petits exercices qui, mis bout à bout, à la fin, waouh, t'as un tonus d'enfer, quoi. Mmh. Et c'est pareil, ça s'appelle la médecine intégrative. Mais tu vois, d'ajouter des choses qui font du bien en dehors des médocs tradis, tu vois. Et la respi, tu vois, la respi. Et puis faire quelque chose qui nous rend heureux. Vraiment jamais oublier. Et des choses simples, tu sais. Et après j'arrête, mais Alain Chabat, il dit, mais qui est mon idole, quand on est enfant, on dessine tous. Pourquoi à un moment on arrête de dessiner? Pourquoi à un moment on arrête de se jeter dans des flaques d'eau avec, tu vois, ce gros sourire? On a réussi, on est. Bah, il faut continuer en fait. C'est toujours ramener un peu de l'enfance et voilà, et bien sûr moins de responsabilité. Enfin tout d'un coup, je sais pas, s'autoriser, je sais pas, soit un déjeuner n'importe quoi, soit une sortie, tu vois, faire un truc où on pousse la caméra, tu vois, Ouais, notre être propre moins caméra. sérieux. Être moins sérieux finalement. Exactement. Bon. Merci Julie, Merci c'était Astrid. un plaisir.